L'histoire commence au cœur d'un dangereux donjon où 3 puissants aventuriers viennent tout juste de terminer une bataille intense. En travaillant ensemble, ils ont réussi à vaincre des centaines de démons et ont même forcé le roi démon à battre en retraite. L'un des guerriers, nommé Goran, est extrêmement fier de ce qu'ils ont accompli. Même s'ils n'ont pas réussi à tuer le roi démon, il pense qu'ils lui ont infligé suffisamment de dégâts pour le laisser grièvement blessé. Le héros blond, nommé Eric, est d'accord avec lui. Il affirme que les blessures qu'elle lui ont causées devrait en suffire à empêcher le roi démon d'attaquer à nouveau pendant un bon moment. Le troisième membre du groupe, un mage nommé Luck, semble beaucoup moins intéressé par la célébration de leur victoire. À la place, il continue de fixer l'un des bras sectionnés du roi démon, coupé pendant le combat. Goran et Eric disent à Luck d'arrêter de s'inquiéter pour ce bras et de simplement profiter du fait qu'ils aient survécu. Il le taquine en plaisantant, disant que son obsession pour des choses étranges comme celle-ci est probablement la raison pour laquelle il n'a toujours pas trouvé de petit ami. Changeant de sujet, Eric dit qu'il devrait se dépêcher de rentrer car la bataille lui a fait manquer la naissance de son enfant. Luck entend cela et répond que ce sont précisément des moments comme celui-là qui expliquent pourquoi il a choisi de rester célibataire, mais Eric et Goran ne sont immédiatement pas d'accord avec lui. Ils expliquent qu'avoir une famille ne devrait jamais être considéré comme un fardeau. Pour eux, c'est l'une des plus grandes bénédictions qu'une personne puisse recevoir. Avant que la conversation puisse continuer, un grand groupe de démons apparaît soudainement et entoure les 3 aventuriers de tous les côtés. Luck étudie rapidement la situation, il comprend immédiatement qu'après tout ce qu'ils ont déjà traversé, ils n'ont aucune chance de remporter un autre combat direct dans leur état d'épuisement. Sans perdre une seconde, Luck crée 3 cercles magiques en même temps. Il dit alors à Goran et Eric de tout lui laisser et de s'enfuir tant qu'ils le peuvent encore. Eric et Goran lui crient immédiatement dessus, ils lui disent d'arrêter de dire de telles absurdités car il n'est pas question qu'ils l'abandonnent. Luck ne discute pas avec eux, à la place, il lance silencieusement une barrière de terre. Un immense mur de terre surgit soudainement entre eux, emprisonnant Eric et Goran à l'extérieur du champ de bataille, tout en laissant Luck seul face aux démons. Eric et Goran frappent désespérément la barrière et crient à Luck d'arrêter cette folie. Cependant, Luck refuse de les écouter. Il leur rappelle calmement qu'ils ont tous les deux des familles qui les attendent à la maison. C'est précisément pour cela qu'ils doivent survivre, même si cela signifie le laisser derrière eux. Alors que les démons se runent vers lui, Luck libère un sort d'énergie qui traverse la première vague et les abat sur le champ. Debout au-dessus des corps, il reconnaît la vérité inconfortable. Il est déjà en train d'atteindre la limite de ses forces, tandis que les démons ne montrent absolument aucun signe d'arrêt. La situation empire brutalement lorsque la générale démoniaque se matérialise soudainement, l'attrape par la gorge et commence à absorber directement sa force vitale. Lorsqu'elle le jette de côté et s'avance lentement vers lui, s'attendant clairement à l'achever, Luck retourne sa propre technique contre elle. Il utilise la même compétence d'absorption de mana contre elle et l'exorcise sur le champ. Une telle adaptation instantanée n'est possible que grâce à une capacité d'apprentissage unique que possède Luck, lui permettant d'absorber et de reproduire n'importe quel sort utilisé contre lui. Ce qui suit, ce sont plusieurs mois passés à combattre dans ce même donjon, massacrant des démons sans fin. Chaque fois que l'épuisement le rattrapait, Luck lançait un sort appelé marionnette, une technique qui permet à son corps de continuer à se battre seul pendant qu'il dort, lui donnant la possibilité de récupérer sans jamais s'arrêter complètement. Après des mois de ce cycle, Luck commence à se demander s'il a enfin vidé l'endroit de tous ses démons. Puis le roi démon revient soudainement et lui lance une énorme boule de feu droit dessus. Luck dresse une barrière et absorbe l'attaque, sincèrement stupéfait que le roi démon ait récupéré aussi rapidement après la raclée qu'il avait reçue la dernière fois. Il fonce sur lui et tente d'utiliser son toucher drainant, mais le roi démon riposte avec une barrière invisible qui absorbe entièrement la compétence. À partir de là, Luck se retrouve progressivement submergé et la situation atteint un point critique lorsque la lame maudite du roi démon brise complètement son épée. Privé d'armes, Luck abandonne le combat rapproché et se tourne entièrement vers la sorcellerie, lançant simultanément son feu infernal, emprisonnant et son toucher drainant. Les deux attaques touchent en même temps, plaçant le roi démon dans une situation impossible. Il peut soit brûler vif dans le feu infernal, soit voir sa force vitale être consumée par le toucher drainant. Il n'a aucune bonne réponse face à cela. Une explosion aveuglante s'ensuit et lorsque la lumière finit par se dissiper, Luck se relève difficilement du sol et observe la situation. Le roi démon est vaincu, il laisse échapper une discrète célébration, prend la lame maudite comme récompense et se dirige vers la surface. Une fois arrivé là où il réalise rapidement qu'il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve réellement. En plus de cela, sa carte d'aventurier a été réduite en cendres quelque part pendant les combats, le laissant complètement
sans argent et sans aucune pièce d'identité. Après cela, il se rend à la capitale royale. Dès son arrivée, les gardes l'arrêtent et lui reprochent de se promener nu. Ils finissent alors par lui donner de nouveaux vêtements à porter. Sa première pensée est d'aller directement chez Goran. Lorsqu'il arrive, il est choqué par la taille immense du manoir. Il demande immédiatement à voir Goran, mais le majordome refuse, supposant que Luck n'est qu'un autre fan cherchant à le rencontrer. Après cela, Luke décide de se rendre à la guilde des aventuriers afin de faire rééditer sa carte de guilde. En chemin, toutefois, il remarque une statue de pierre dressée au milieu de la ville qui n'était pas là auparavant. Il demande à un passant de qui il s'agit et l'homme est stupéfait que Luck ne reconnaisse pas la personne représentée. Il explique que la statue représente Saint Luke, le héros célèbre qui s'est battu dans le donjon afin de contenir les démons pendant une décennie entière. Luck réalise soudainement que la statue est à son effigie et que tout le monde a dû croire qu'il était mort dans le donjon, ce qui explique pourquoi ils l'ont construite en son honneur. Il est également surpris d'apprendre qu'il a passé 10 ans à combattre là-bas sans même s'en rendre compte. Après cela, il finit enfin par se rendre à la guilde des aventuriers où Goran le reconnaît immédiatement. Goran l'emmène dans l'arrière-salle, le serre dans ses bras et pleure de joie en lui disant à quel point il est heureux qu'il soit revenu vivant. Luck commence alors à dévorer des gâteaux car cela fait si longtemps qu'il n'a pas mangé de vraie nourriture. Finalement, Goran lui retire les gâteaux, insistant sur le fait qu'il doit plutôt manger de la bouillie de riz afin de garder une alimentation équilibrée. Eric arrive ensuite avec panache, portant lui-même la bouillie de riz et dit à Luck à quel point il est heureux de le revoir. Luck lui répond simplement de se calmer, disant que la vue d'un homme adulte en train de pleurer ne lui plaît pas vraiment. Mettant cela de côté, Eric remarque que lui et Goran ont visiblement vieilli, tandis que Luck, étrangement, semble plus jeune qu'avant. Luck jette un regard à son reflet et réalise que c'est vrai, il a réellement rajeuni. Il suppose que cela doit être le résultat de l'absorption de la force vitale du roi démon après l'avoir vaincu. Goran et Eric restent complètement sans voix lorsqu'ils apprennent que Luck a réellement vaincu le roi démon. Eric explique que le royaume s'est occupé de préparer son armée au cas où le roi démon reviendrait un jour, mais puisque Luck l'a déjà battu, il est désormais évident qu'il mérite une forme de récompense. Ce qui surprend le plus Luck, c'est le moment où Goran l'appelle « Votre Majesté ». Goran explique qu'Eric est devenu roi après que l'ancien roi a décidé qu'il méritait le trône, puisqu'Eric était un noble ayant participé à repousser le roi démon. Ayant lui aussi pris part à ce même combat, Goran a fini par être nommé grand maître de la guilde des aventuriers. En plus de cela, Luck apprend également qu'Eric lui avait accordé un titre de noblesse pour le rôle qu'il a joué dans le recul du roi démon. C'est pour cette raison que la statue avait été construite, car tout le monde pensait qu'il était mort au combat. En entendant cela, Luck se demande si le fait d'être vivant pourrait maintenant causer des problèmes, puisque tout le royaume croit qu'il est mort. Goran et Eric comprennent tous les deux son point de vue, alors Luck décide de laisser le monde continuer à croire que Saint Luck est mort, tandis qu'il recommence tout depuis le début en tant qu'aventurier ordinaire. Goran se demande si cela ne risque pas d'être beaucoup trop ennuyeux pour quelqu'un de son niveau, étant donné qu'il est un sorcier de rang S. Mais Luck lui répond que tout ira bien, car il a toujours aimé les bonnes aventures. Il ne faut pas longtemps à Goran pour lui obtenir une nouvelle carte d'aventurier, cette fois sous le nom de Locke au lieu de Luck. Ses véritables statistiques sont également cachées sur la carte, donc aux yeux de tous, il ne semble être qu'un aventurier ordinaire de rang F. Le lendemain, alors que Locke se dirige vers la guilde, une jeune fille blonde l'aperçoit de loin et l'observe avec une curiosité silencieuse, se demandant qui il peut bien être. Locke arrive peu après à la guilde et est présenté à la réceptionniste, Aaron. Il lui dit qu'il souhaite accepter une quête d'extermination de gobelins, mais elle le lui déconseille, pensant qu'il n'est qu'un débutant inexpérimenté qui risque de se faire tuer. C'est alors qu'un groupe d'aventuriers l'interpelle et lui propose de faire équipe avec eux pour la quête. Aaron trouve que l'idée est bonne et appose rapidement son approbation. À l'extérieur, les deux aventuriers se présentent sous les noms d'Ario et Ginny. Ario est un mage, tandis que Ginny est une archère. Locke se présente simplement comme un guerrier, et une fois cela réglé, tous les trois partent en direction de la cachette des gobelins. En chemin, Locke remarque que Ginny est une éclaireuse réellement compétente. Elle reste près de la piste et l'interprète avec un instinct affûté, repérant rapidement des détails que les autres pourraient pas manquer. Pour cette raison, elle ne lui semble pas être quelqu'un qui mérite réellement un rang F. Malgré cela, Ginny semble avoir sous-estimé le nombre de gobelins auxquels ils ont affaire, car ni elle ni Ario ne remarquent une série d'empreintes camouflées. Les gobelins ne sont pas assez intelligents pour dissimuler leurs propres traces, ce qui signifie que quelque chose d'autre, quelque chose de plus intelligent, les dirige probablement. Locke envisage brièvement de prévenir les deux autres, mais décide de ne pas le faire. Puisqu'il les entraîne essentiellement, il veut qu'ils apprennent de leurs propres erreurs et qu'ils grandissent
grâce à cette expérience. Ils finissent par atteindre l'entrée de la grotte des gobelins et après avoir observé les environs pendant un moment, Locke propose de prendre la tête pendant qu'Ario et Ginny assurent un tir de couverture depuis l'arrière. En travaillant ensemble, le groupe parvient à abattre plus de 30 gobelins, même si l'effort commence clairement à épuiser Ario et Ginny, qui manquent tous deux de mana et de flèches. En remarquant cela, Ario suggère qu'ils se replient et battent en retraite, et Locke reconnaît que c'est la bonne décision. Mais à ce moment-là, un rugissement profond résonne dans la grotte. Le seigneur gobelin s'est réveillé. Locke trouve toute cette situation étrange car les gobelins ont montré un niveau de coordination inhabituel depuis le début, presque comme si quelqu'un les dirigeait depuis l'ombre. Alors que le seigneur gobelin se prépare à attaquer, une jeune fille bête apparaît soudainement de nulle part, se jetant dans le combat et ordonnant au seigneur gobelin de ne pas se mettre en travers de son chemin. Furieux après sa provocation, le seigneur gobelin balance son énorme massue en direction de la fille bête. Celle-ci esquive l'attaque avec une grâce agile, puis frappe son épaule avec sa lame. Cependant, la chair cuirassée du monstre est trop épaisse pour qu'elle puisse la trancher. Comprenant qu'un combat difficile l'attend, elle ordonne au groupe de Locke de s'enfuir pendant qu'il en est encore temps. Locke demande à Ario et Ginny de partir les premiers et tous les deux acquiescent. Il se demande s'il pourra s'en sortir seul, mais il semble davantage préoccupé par leur sécurité. Locke avertit les deux aventuriers de rester sur leur garde face à d'éventuelles attaques surprises sur le chemin du retour. Alors qu'ils s'éloignent, Locke félicite Ario d'avoir choisi de partir au lieu de rester par loyauté envers ses compagnons. S'il était resté, il n'aurait été qu'un poids mort dans un combat largement au-dessus de son niveau. Pendant ce temps, alors que la fille bête lutte contre le seigneur gobelin, Locke lui demande nonchalamment si elle a besoin d'aide. Furieuse qu'il ait ignoré son avertissement et refusé de fuir, la jeune fille lui dit de faire ce qu'il veut. Cependant, elle lui ordonne de rester à l'écart du combat, car elle ne fait pas confiance à ses capacités. Locke observe son affrontement, visiblement ennuyé par le manque d'action. Il lui dit qu'elle est en train de perdre face au gobelin, ce qui blesse sa fierté. Elle se demande si Locke pense qu'elle est plus faible que le monstre, mais il lui explique qu'il parlait en réalité de son épée. Comme pour lui donner raison, l'arme de la fille bête se brise soudainement sous les assauts incessants du seigneur gobelin. La voyant apparemment désarmée, Locke lui demande si elle est désormais prête à accepter son aide. Cependant, elle refuse encore et lui ordonne de sortir de la grotte. Elle dégaine une autre épée de son fourreau et fonce sur le seigneur gobelin, bien décidée à le vaincre avec cette nouvelle arme. Soudain, son élan est immédiatement brisé lorsque le seigneur gobelin lui arrache l'épée des mains d'un coup. Cette fois, Locke décide d'arrêter de jouer et se jette directement dans la bataille. La jeune fille le regarde avec stupeur, tandis qu'il affirme avec assurance qu'il va détruire le monstre à lui seul. Le seigneur gobelin pousse alors un rugissement destiné à paralyser Locke, ce qui pousse la fille à se couvrir les yeux. Cependant, Locke reste totalement insensible à l'attaque et découpe le gobelin en 4 morceaux d'un seul coup. En voyant cet étrange homme vaincre un monstre aussi puissant comme si ce n'était rien, la fille bête commence soudainement à éprouver des sentiments pour Locke, ses instincts de guerrière étant éveillés par sa virilité. Cependant, lorsqu'il lui demande si elle va bien, elle ressent une certaine peur envers lui. Elle se présente ensuite comme Sia, la fille du chef de la tribu des hommes bêtes de l'Est. Elle le remercie sincèrement de lui avoir sauvé la vie avant de lui demander qui il est. Locke affirme soudainement qu'il est de rang F, alors elle ne le croit évidemment pas. Il lui montre ensuite fièrement sa carte d'aventurier de rang F. En voyant cela, Sia n'a d'autre choix que d'accepter la réalité. Cependant, elle se demande pourquoi il semble si heureux d'être tout en bas de l'échelle. Il ignore ses inquiétudes et lui demande quel est son rang d'aventurière. Sia révèle qu'elle est de rang B et s'excuse de lui avoir demandé de partir plus tôt. À ce moment-là, elle ignorait totalement qu'elle parlait à quelqu'un d'infiniment plus fort qu'elle. Comprenant qu'elle s'inquiétait simplement pour une personne qui paraissait faible, Locke la rassure en lui disant que cela ne le dérange pas. Il lui demande ensuite quel genre de monstre se trouve tout au fond du donjon. En entendant cette question, Sia reste sans voix car l'identité du boss du donjon était censée rester secrète. Bien que Sia tente d'abord de le lui cacher, Locke perce facilement ses mensonges à jour. Voyant qu'elle refuse de révéler son secret, il se retourne et commence à s'enfoncer davantage dans la grotte. Sia lui demande ce qu'il est en train de faire et il lui répond qu'il prévoit de vaincre le boss final à lui seul. Même si Locke n'a été engagé que pour une petite mission consistant à exterminer des gobelins, il craint que le boss final du donjon ne fasse du mal aux habitants des environs. En entendant ces paroles, Sia lui
lui dit soudainement que le boss final n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Pour une raison quelconque, elle oublie complètement que son identité était censée rester secrète. Elle révèle que le boss final est un cruel seigneur vampire, bien supérieur au seigneur gobelin. Locke reconnaît que les vampires sont des ennemis beaucoup plus gênants. Cependant, il se rappelle que Sia essayait de nettoyer le donjon, alors il se demande si elle envisageait sérieusement d'affronter le vampire toute seule. Il lui rappelle qu'un vampire est une créature extrêmement puissante et qu'une personne comme elle n'a aucune chance d'en vaincre un sans aide. Sia sait qu'il a raison, mais elle affirme qu'il est de son devoir de vaincre le vampire. Locke acquiesce et recommence à marcher, ce qui la déçoit. Désireuse de raconter son histoire, elle se met à parler même s'il ne lui a rien demandé. Quelque temps auparavant, la tribu de Sia affrontait tout un clan de vampires. Même s'ils étaient parvenus à en vaincre la majorité, l'un d'eux avait survécu et grièvement blessé son père. Il avait ensuite pris la fuite avant de disparaître dans cette grotte. Dans la tribu des hommes bêtes, laisser un ennemi s'échapper est considéré comme une immense honte. Sia souhaite donc venger son père blessé en éliminant elle-même le vampire. Locke lui demande si son honneur sera tout de même restauré si elle accepte son aide. Sia lui explique que ce sera le cas, même si elle reçoit de l'assistance. Il lui tend alors son épée pour remplacer celle qui s'est brisée. Sia paraît confuse, car cela le laisserait sans arme, mais Locke affirme qu'il se bat mieux à main nue. Au début, elle pense qu'il dit seulement cela pour se montrer attentionné envers elle, mais il se met ensuite à massacrer un groupe de gobelins comme s'ils étaient faits de papier. Sia est stupéfaite par l'incroyable force de Locke, sans savoir qu'il a développé une puissance physique et des compétences en arts martiaux extraordinaires, après avoir été forcé de survivre pendant une décennie entière contre l'armée du Seigneur Démon. Grâce à l'aide de Locke, ils atteignent rapidement la dernière salle du donjon. Là-bas, le Seigneur Vampire éclate d'un rire sinistre en sentant la présence de Sia. Il rappelle à cette fille naïve que même son puissant père n'a pas été capable de lui infliger la moindre égratignure et qu'elle n'a donc aucun espoir de poser ne serait-ce qu'un seul doigt sur lui. Sia s'enrage en entendant ces paroles, tandis que le Seigneur Vampire se prépare à l'abattre. Après l'avoir observé de près, Locke comprend que le vampire a délibérément manipulé les gobelins des environs afin de leur donner une apparence faible dans le but d'attirer des aventuriers à l'intérieur de la grotte et d'absorber leur force vitale. Le vampire est impressionné par son sens de la déduction, mais il ne pense pas grand-chose de la puissance de Locke. Il souligne que, même si la magie vampirique ne fonctionne pas sur les hommes bêtes, ses sorts lui permettent de contrôler l'esprit d'un humain. En entendant cela, Sia comprend qu'elle a commis une grave erreur en entraînant Locke dans ses problèmes. Bien que Sia tente de l'avertir, Locke commence à avancer vers le Seigneur Vampire comme s'il était plongé dans une transe. Tandis que Sia s'en veut d'avoir mis sa vie en danger, le vampire se met à jubiler, persuadé d'avoir déjà gagné. Il provoque Sia en lui demandant si elle préfère mourir de la main de son ami ou de la sienne. Le vampire continue de fanfaronner, mais soudain, Locke lui assène un violent coup de poing en plein visage. Après avoir été brutalement remis à sa place, le vampire se demande pourquoi sa technique spéciale n'a pas fonctionné. Locke lui explique simplement qu'il possède une grande résistance aux altérations mentales, mais cette réponse ne le satisfait pas. Le vampire affirme qu'il est impossible qu'un humain puisse résister à l'attaque d'un seigneur vampire. En entendant cela, Locke révèle que le prétendu seigneur vampire n'est en réalité qu'un vampire inférieur qui se donne des airs de grandeur. Cette remarque met le vampire hors de lui et il fonce furieusement sur Locke, seulement pour être projeté contre un mur d'un puissant coup de pied. Locke continue de se moquer de lui en le traitant de sous-vampire, poussant le monstre à tenter de défendre son honneur. Même s'il attaque avec des tentacules de ténèbres, Locke les esquive facilement et utilise un cercle magique de haut niveau pour accélérer considérablement son corps. En un clin d'œil, il apparaît juste devant le vampire et utilise son toucher drainant pour absorber toute son énergie. Après sa défaite, le Seigneur Vampire se demande qui est réellement Locke. En guise de réponse, l'aventurier tout sourire affirme qu'il n'est qu'un aventurier de rang F quelconque. Soudain, le vampire déclare que Locke vient de s'infliger une puissante malédiction en le battant. Bien qu'il ne croie pas ses paroles, Sia se précipite et tranche son corps en deux avec l'épée de Locke. Le vampire est stupéfait de constater qu'il ne peut pas régénérer son corps après avoir été frappé par cette lame. Dans ces derniers instants, il avertit Sia qu'elle vient de faire quelque chose d'irréversible à son médaillon. Sia rend son épée à Locke en lui expliquant qu'elle a libéré une étrange puissance lorsqu'elle a tranché le vampire. Il prétend qu'elle a dû l'imaginer puisqu'il ne peut évidemment pas lui révéler qu'il s'agit de l'épée du Seigneur Démon déchu. Sia fouille ensuite le sol et découvre un médaillon maudit laissé tomber par le vampire. Elle lui explique que chaque personne tuée ou absorbée par le vampire libère une énergie de ressentiment qui nourrit le pouvoir de malédiction contenu dans le médaillon. Locke se demande pourquoi aucun vampire ne possédait ce genre de médaillon 10 ans auparavant. Soudain, le vampire éclate de rire avec le peu de force qui lui reste. Maintenant que son médaillon est
exposé au monde, il affirme qu'il ouvrira un portail vers la dimension obscure. En entendant cela, Locke devient enfin sérieux. Le vampire se vante que ses prétendus dieux obscurs détruiront la Terre en traversant le portail, ce qui rappelle à Locke que la faille dimensionnelle était exactement l'endroit où il est resté piégé à combattre pendant 10 ans. À l'époque, les humains n'avaient découvert aucun moyen de pénétrer dans le portail depuis leur monde. Lorsque le Seigneur Démon avait lancé son attaque depuis ce portail, Locke et ses amis s'y étaient jetés. Cependant, le passage s'était ensuite refermé de leur côté. À cause de cela, Eric et Goran n'avaient pas pu revenir le sauver après s'être échappés de la dimension. Soudain, Locke tranche le médaillon en deux et absorbe le pouvoir maudit qu'il contient. Le vampire est horrifié, incapable de croire que quelqu'un puisse absorber une malédiction aussi puissante sans subir le moindre effet secondaire. Locke lui explique que, même si le portail s'était ouvert, aucun démon n'en serait sorti. La raison est évidemment Locke lui-même, puisqu'il a déjà exterminé tous les démons qui se trouvaient à l'intérieur. Après avoir entendu cela, le vampire comprend enfin que Locke a utilisé l'épée du Seigneur Démon pour absorber la malédiction, et il fait rapidement le rapprochement. Il se demande alors si Locke est le légendaire grand sage Locke. Cependant, Locke le fait taire avant qu'il puisse en révéler davantage. Malheureusement, Sia l'a déjà entendu, et le secret est désormais dévoilé. Locke s'excuse d'avoir brisé le médaillon, Sia lui répond que cela ne la dérange pas, puis tous les deux commencent à quitter le donjon. Elle se demande si Ario et Ginny vont bien, mais Locke a confiance en leur capacité. Soudain, Sia s'arrête en réalisant qu'elle vient de l'appeler par son prénom. Locke s'immobilise, stupéfait par ses paroles. Elle lui demande alors s'il est réellement le sage légendaire, et Locke lui demande de garder le secret. Elle sourit, ravie de pouvoir conserver le secret d'une personnalité aussi importante. Plus tard, ils remettent les matériaux récupérés sur les monstres à la guilde des aventuriers. La réceptionniste est surprise par l'énorme montagne de ressources, alors Locke et son groupe lui expliquent simplement que le donjon contenait davantage de gobelins que d'habitude. En entendant cela, la réceptionniste présente ses excuses au nom de la guilde pour avoir mal évalué la difficulté de la mission. Plus tard, Sia remercie encore une fois Locke pour toute son aide. Il sourit et lui demande si, en échange, elle peut partager les informations de sa tribu concernant les vampires. Même s'il a réussi à vaincre le seigneur vampire aujourd'hui, il craint que d'autres vampires n'utilisent des méthodes inconnues pour replonger le monde dans le chaos de la faille dimensionnelle. Sia sourit et lui demande s'il peut parler directement à Goran. Locke acquiesce, alors elle lui demande d'avertir Goran afin qu'il reste attentif aux agissements des vampires. Elle lui tend ensuite la moitié de son médaillon. Lorsque Locke lui demande pourquoi, elle lui explique que cela servira de preuve pour convaincre Goran de surveiller les vampires. Locke accepte le fragment, puis Sia s'en va. Il l'apporte ensuite à Goran, qui semble extrêmement inquiet après la disparition de Locke pendant 3 jours entiers. Pendant qu'ils discutent, quelqu'un s'approche discrètement de la pièce pour écouter leur conversation en secret. Après avoir rappelé à Goran qu'il n'est pas sa mère, Locke lui explique que le Seigneur Démon n'était en réalité qu'un simple pion utilisé par les prétendus dieux obscurs. Goran se demande alors de quel matériau le médaillon est fait. Malgré ses compétences de sorcier, Locke est lui aussi incapable d'identifier la matière. Il suggère de le montrer à un alchimiste et Goran accepte d'y réfléchir. Alors que Locke se tourne pour partir, Goran le remercie sincèrement d'avoir protégé les aventuriers débutants Ario et Ginny. Locke accepte ses remerciements et quitte les lieux, mais il ne tarde pas à heurter une jeune fille. Il se demande qui elle est, alors Goran commence à la présenter comme sa fille, Chalice. Cependant, elle s'en va avant qu'il puisse en dire davantage. Locke se demande si Chalice le déteste, mais Goran lui explique qu'en réalité, c'est son propre père qu'elle déteste. Depuis son enfance, Chalice rêve de devenir aventurière. Bien qu'elle ait obtenu une aptitude de rang B, Goran a refusé de la laisser suivre cette voie, craignant qu'elle ne se blesse à cause de son manque d'expérience. Locke lui rappelle qu'on ne peut acquérir de l'expérience que dans le monde réel, mais Goran refuse de laisser sa fille sortir avant d'avoir consulté sa femme, qui se trouve actuellement en voyage dans un pays étranger. Il demande ensuite un service à Locke. Goran lui explique que lorsque sa fille aura 15 ans, elle sera considérée comme adulte et pourra devenir aventurière de son propre chef. Pour cette raison, il espère que Locke pourra garder un œil sur elle lorsqu'elle finira inévitablement par s'échapper. Le lendemain, Locke observe Chalice s'entraîner à l'épée, agacé à l'idée de devoir désormais jouer les babysitters. Cependant, Chalice se montre encore plus irritée lorsqu'elle le surprend en train de la regarder. Plus tard, alors que Locke déjeune dans le manoir de Goran, Chalice entre dans la pièce et s'assoit en face de lui. Sous son regard intense, Locke se sent mal à l'aise et s'attend à recevoir une insulte ou à être rejeté. À la place, elle l'accuse soudainement d'être le fils illégitime de son père, ce qui pousse Locke à briser sa tasse de thé sous le choc. Locke nie immédiatement son hypothèse, mais Chalice pense qu'il ment. Il se demande comment elle peut en être aussi certaine. Alors elle lui explique qu'elle
possède toutes les preuves contre lui. Tout d'abord, elle souligne que Goran a attendu que sa femme quitte la maison avant d'inviter Locke à entrer. Ensuite, elle estime que son père était un peu trop heureux de revoir Locke alors qu'il est censé n'être qu'un simple ami. Enfin, elle se souvient à quel point son père s'est inquiété pour Locke lorsqu'il ne se présentait pas. Même si Locke trouve l'inquiétude excessive de Goran agaçante, Chelis pense que son père tient beaucoup trop à lui pour qu'il ne fasse pas partie de la famille. En entendant les délires de Chelis et en apprenant que Goran et sa femme sont en froid, Locke se demande si toute cette famille n'a pas un problème dans la tête. Il remarque alors que le majordome en chef lui lance un regard meurtrier. Pour éviter de subir sa colère, Locke tente de convaincre Chelis qu'il n'est pas son frère disparu depuis longtemps. Il lui explique que Goran s'inquiétait autant parce qu'il avait combattu de dangereux démons pendant 10 ans. Locke ajoute également qu'il paraît beaucoup plus jeune qu'il ne l'est réellement, ce qui explique pourquoi elle l'a pris pour le fils de Goran. En entendant cela, elle pousse un cri de surprise et Locke pense enfin être parvenu à lui faire entendre raison. Cependant, Chelis se contente de faire passer son statut de petit frère à grand frère. Locke lui affirme fermement qu'il n'est pas son grand frère. Cette fois, elle refuse d'écouter un seul mot de plus. Tandis que Chelis commence à se comporter comme une grande sœur prétentieuse, Locke décide de sortir sa carte d'aventurier. Il lui explique que s'il était réellement le fils de Goran, il porterait le même nom de famille. Après avoir examiné la carte, Chelis en conclut que Goran a dû renier Locke afin de préserver son honneur d'homme. Attristée que Locke ait été abandonné par celui qu'elle croit être son père, elle lui promet d'aller parler à Goran pour le forcer à reconnaître son fils. Face à cette fille obstinée, Locke commence à perdre tout espoir pour la famille de Goran. Finalement, il retire le sort de protection placé sur sa carte d'aventurier, révélant qu'il est en réalité le grand sage Locke et un aventurier de rang S. Chelis est extrêmement impressionnée par les qualifications de Locke, mais à cause de son jeune âge, elle continue de penser que le grand sage est son grand frère. Elle fait remarquer que la statue de Locke ressemble énormément à son père, ce qui l'énerve encore davantage. Il faut un certain temps à Locke pour enfin la convaincre qu'il ne fait pas partie de sa famille. À la fin, elle s'excuse pour son entêtement précédent. Chelis admet elle-même qu'elle peut parfois être obstinée, mais Locke pense que c'est encore bien en dessous de la réalité. Il comprend désormais pourquoi Goran était si opposé à l'idée de la laisser partir seule à l'aventure. Avec son caractère borné, cette idiote se retrouverait sans cesse dans des situations dangereuses. Cependant, Locke pense aussi que son entêtement peut être une qualité. Il estime que Chelis possède une grande force de volonté et de solides convictions, ce qui pourrait l'aider à rester forte dans les moments difficiles. Sachant cela, il décide de lui donner une chance de devenir aventurière. Locke apprend que Chelis s'est déjà inscrite en secret à la guilde des aventuriers, alors il l'emmène accomplir une quête avec lui. Après avoir accepté une mission de rang E à la guilde, il se dirige vers une forêt afin d'atteindre leur objectif. En chemin, Chelis prend plaisir à explorer les paysages naturels. Elle admire les arbres qui les entourent et se baigne dans une rivière d'eau douce, profitant pleinement de l'instant. Après leur pause, ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt afin de trouver leur objectif. Ils finissent par atteindre le village concerné. Là-bas, les habitants leur expliquent qu'un nombre suspect de bêtes mythiques a été aperçu dans les environs. Bien que ces monstres soient gigantesques et puissants, étrangement, personne n'est mort après les avoir rencontrés. En entendant cela, Locke comprend que quelque chose ne va pas avec cette mission. Si un groupe de puissants monstres mythiques ravageait réellement la région, la guilde n'aurait jamais confié cette tâche à de faibles aventuriers de rang E. Au contraire, comme les créatures n'ont tué ni blessé personne, la guilde pense probablement que ces bêtes mythiques ne sont pas réelles. Chelis ne comprend pas ce que cela signifie, alors Locke lui explique que quelqu'un crée simplement des illusions de bêtes mythiques. Peu après, ils se rendent dans la zone où les créatures ont été signalées. Dès leur arrivée, un dragon apparaît de nulle part et pousse un puissant rugissement pour annoncer sa présence. Bien qu'il paraisse incroyablement réaliste, son rugissement soulève un immense nuage de poussière dans les airs. En voyant cela, Chelis commence à douter que le monstre soit une simple illusion. Locke la rassure en lui expliquant que malgré son apparence, le dragon ne possède pas l'aura d'une véritable bête mythique, ce qui confirme ses soupçons. Après avoir assuré à Chelis qu'elle ne risque rien contre le dragon, il l'encourage à le combattre. Elle fonce vers la créature qui tente de la frapper avec sa queue. Chelis esquive l'attaque avec une grande agilité et saute sur le dos de la créature. Elle se met ensuite à courir en direction de la tête du dragon. Tandis que le monstre grogne de frustration, elle tente de planter son épée dans son crâne. Cependant, le dragon bloque son arme avec ses griffes. Chelis retombe en arrière et essaie une nouvelle fois, mais la créature continue d'arrêter toutes ses attaques. En observant le combat, Locke reconnaît que Chelis possède réellement le niveau d'une guerrière de rang B, malgré son éducation surprotégée. Toutefois, il est surpris que le dragon soit capable de bloquer physiquement ses
ses attaques alors qu'il ne s'agit que d'une illusion. Habituellement, une illusion est loin d'être aussi réaliste que cette créature. Au lieu d'un simple sort d'illusion, le dragon semble être constitué d'une immense paroi de mana presque solide. Grâce à cette concentration extrême, le mana est réellement capable de bloquer les attaques de Célis. Alors que Locke continue d'observer, le dragon semble commencer à perdre patience face à elle. Il rejette la tête en arrière et prépare dans sa gueule une boule de feu chauffée à blanc. Puis, il projette la boule de feu sur Célis qui roule sur le sol en hurlant de douleur. En voyant cela, Locke décide enfin d'intervenir. Il s'élève dans les airs et pose sa main sur la tête du dragon, copiant la technique utilisée pour le créer. Il utilise ensuite son toucher absorbant pour aspirer tout le mana contenu à l'intérieur. Après avoir vaincu le dragon, il dit à Célis d'arrêter de se rouler par terre comme si elle était en feu. Elle se relève alors et comprend que les flammes n'étaient pas réelles. Locke explique que combattre une illusion de front mènera toujours à l'échec. Célis s'agace et se demande pourquoi il ne l'a pas prévenu plus tôt. Elle lui demande également comment on peut vaincre une illusion, alors Locke lui répond qu'elle doit éliminer l'illusionniste. Cependant, comme les illusionnistes ont l'habitude de se cacher, il est difficile de découvrir leur position. Si elle ne parvient pas à trouver sa cible, la seule option restante est de s'enfuir. En entendant cela, Célis se met en colère car elle n'a aucune envie de fuir après avoir fourni autant d'efforts. Locke lui rappelle que si l'illusionniste caché décidait réellement de lui faire du mal, elle pourrait littéralement mourir. En entendant cela, elle admet que s'enfuir semble effectivement préférable à mourir. Locke se retourne ensuite, sachant que l'illusionniste est toujours présent, il interpelle la forêt et lui demande de se montrer. Puisque cette personne n'a blessé personne avec ses illusions, Locke lui promet de la traiter avec bienveillance. Après avoir attendu un moment, il ne reçoit aucune réponse. Il avertit alors l'illusionniste qu'il enquêtera par la force, puisqu'il est ici pour accomplir une quête. Finalement, la voix de l'illusionniste se fait entendre. Il explique qu'il protège quelque chose de précieux dans la forêt. Locke lui demande s'il ne peut pas déplacer cet objet précieux, mais l'illusionniste admet qu'il est difficile à transporter. En entendant cela, Locke acquiesce. Comme il ne souhaite pas endommager les biens précieux d'une personne innocente, cela ne le dérange pas d'abandonner la quête et de la considérer comme un échec. En entendant cela, Célis se montre très contrarié. Locke rappelle également à l'illusionniste que s'il annule la quête et retourne à la guilde, celle-ci enverra simplement d'autres aventuriers pour résoudre le problème. Cependant, les autres aventuriers ne seront peut-être pas aussi indulgents que lui et pourraient tenter de forcer l'illusionniste à révéler son secret. En entendant cela, l'illusionniste accepte finalement de lui montrer ce qu'il protège. Une étrange spirale apparaît dans sa cachette. Puis le jeune garçon, encapuchonné, sort enfin à découvert. Lorsque Célis aperçoit les cornes sur sa tête, elle est stupéfaite, alors il les recouvre rapidement. Locke, de son côté, se moque complètement de son espèce. Il préfère féliciter le garçon pour son remarquable sort d'illusion. Après l'avoir remercié pour le compliment, Locke se présente comme un simple aventurier de rang F et présente également Célis. Le garçon explique qu'il s'appelle Lucira et qu'il appartient à la race des démons. À voix basse, Célis demande à Locke s'ils peuvent vraiment faire confiance à Lucira, puisque les démons sont censés être des êtres maléfiques. Cependant, Locke corrige cette idée fausse. Même si les démons sont des êtres possédant une immense quantité de mana, il explique qu'ils sont simplement des mages pacifiques qui préfèrent éviter les combats. Il demande ensuite à Lucira de lui montrer ce qu'il cherche à protéger, celui-ci acquiesce et commence à les guider à travers la forêt. Ce qui pousse Locke à se demander pourquoi il leur accorde sa confiance aussi facilement. Lucira fait remarquer que Locke a réussi à percer son illusion sans la moindre difficulté, ce qui signifie qu'il est un sorcier bien plus puissant que lui. Malgré cela, il n'a pas essayé de découvrir son secret par la force, alors Lucira pense qu'il est digne de confiance. Peu après, ils arrivent devant des ruines anciennes. Au plus profond des ruines, Lucira ouvre la porte d'une pièce secrète. Il annonce ensuite à quelqu'un appelé Seigneur Geberga qu'il est de retour. Lorsque Locke le suit à l'intérieur, il est stupéfait de découvrir que Monsieur Geberga est en réalité un poulet. Alors que Lucira semble lui témoigner un immense respect, Célis le considère simplement comme un poulet ordinaire. En entendant cela, Lucira se met en colère et lui apprend que Geberga est en réalité une créature sacrée appelée un Seraphibou. Curieux, Locke lui demande pourquoi il accorde autant d'importance à Geberga. Lucira révèle alors que cet oiseau magique possède le pouvoir de changer le monde. Il explique que Geberga descend du Seraphibou originel, qui réveilla leur monde au tout premier jour de son existence. Selon la légende, le chant du Seraphibou aurait permis de définir la frontière entre le jour et la nuit, façonnant ainsi leur monde tel qu'il existe aujourd'hui. Pour cette raison, Monsieur Geberga possède le pouvoir d'ouvrir et de refermer des failles dimensionnelles. En entendant cela, Locke se souvient des paroles du vampire qui lui avait annoncé qu'un
portail s'ouvrirait dans leur monde, permettant au dieu des ténèbres de l'envahir. Locke se demande si Monsieur Geberga est la véritable cible des vampires pour cette raison, et Luke Shira acquiesce. Il révèle que sa tribu vivait autrefois paisiblement dans le nord, jusqu'à ce que les vampires envahissent leur territoire et massacrent tout le monde afin de s'emparer du puissant poulet. Cependant, le chef de la tribu confia Monsieur Geberga à Luke Shira pour qu'il le protège, et celui-ci parvint miraculeusement à s'échapper vivant du massacre. Depuis ce jour, il s'est réfugié dans ce temple, car les membres de sa tribu lui avaient affirmé qu'il était protégé par une ancienne barrière. Soudain, Locke plante son épée dans le sol du temple. La lame le brise facilement, révélant qu'aucune barrière ne protège le bâtiment. Comme le temple est totalement exposé, Luke Shira et Monsieur Geberga risquent de tomber entre les mains des vampires. Locke lui demande alors de s'installer dans la capitale, où il pourra être protégé. Luke Shira hésite. Alors Locke le rassure, en lui promettant qu'il protégera Monsieur Geberga quoi qu'il arrive. Pour le prouver, il lui montre son épée, révélant qu'il a déjà vaincu le Seigneur Démon. En comprenant cela, Luke Shira reconnaît enfin que Locke est le grand sage. Locke lui dit ensuite qu'il a accompli un travail remarquable en protégeant Monsieur Geberga, puisqu'il détient le pouvoir de protéger le monde entier. En entendant cela, Luke Shira se met à pleurer, heureux de savoir que le sacrifice de sa famille et des membres de sa tribu n'a pas été vain. Sur le chemin du retour, Luke Shira commence à se disputer avec Célis. Soudain, Locke pousse Luke Shira sur le côté lorsqu'un vampire tente de l'attaquer. Il projette ensuite le vampire au loin. Sous le choc, celui-ci lui demande qui il est. Locke refuse de révéler son identité à une créature inférieure, ce qui met le vampire et ses compagnons dans une colère noire. Sachant qu'ils sont venus pour Monsieur Geberga, Locke devient sérieux et réduit tous les vampires en cendres. Non loin de là, un autre vampire observait secrètement toute la scène. Afin de prévenir ses compagnons restés chez lui, ce vampire tente de s'enfuir en se transformant en une multitude de chauves-souris. Même Locke ne peut rien faire contre cette transformation, mais soudain, Monsieur Geberga pousse un puissant cri. Son appel efface le vampire en pleine transformation, laissant Célis complètement stupéfaite. Luke Shira lui explique que Monsieur Geberga contrôle le flux des dimensions. En se transformant en chauve-souris, le vampire essayait de se déplacer de force vers une autre dimension. Cependant, Monsieur Geberga a refusé de le laisser faire, et le vampire a donc été effacé de l'existence. En apprenant que le poulet possède un pouvoir aussi immense, Célis se demande pourquoi Monsieur Geberga a besoin de la protection de qui que ce soit. Luke Shira lui explique que les pouvoirs de l'oiseau ne fonctionnent que lorsque la cible se trouve en plein déplacement dimensionnel. Autrement, n'importe qui pourrait simplement l'attraper comme un oiseau ordinaire. Plus tard dans la nuit, les trois compagnons atteignent la capitale. Ils y trouvent Sia, qui attend Locke. Célis se méfie immédiatement d'elle, alors Locke lui explique qu'il s'agit d'une amie. En entendant cela, Célis commence à se vanter auprès de Sia d'être l'apprentie de Locke. Sia explique ensuite à Locke qu'elle doit lui parler en privé. Elle lui révèle que la race des vampires prépare réellement quelque chose de très important. Au cours de son enquête, elle a découvert qu'ils sont tous dirigés par un haut seigneur vampire, une créature extrêmement puissante capable de contrôler tous les vampires et de les forcer à exécuter ses ordres. En entendant cela, même Locke commence à s'inquiéter car ce haut seigneur pourrait provoquer des dégâts considérables grâce à son intelligence et à ses puissantes forces. Sia rassure Locke en lui affirmant que sa tribu fait tout son possible pour contrecarrer les plans du haut seigneur. Cependant, Locke sait que sa tribu ne peut pas affronter seule un ennemi de ce niveau. En entendant cela, Sia admet que sa tribu ne se porte pas très bien. Depuis que son père est parti chasser les vampires, il se remet encore de ses blessures. Même aujourd'hui, il n'est pas en état de combattre les forces du haut seigneur. Malheureusement, le reste de la tribu de Sia est rempli d'idiots belliqueux. Alors, ils ont tout de même voté en faveur d'une attaque contre les vampires. En entendant cela, Locke comprend pourquoi elle a besoin de son aide. En plus de cela, Sia admet qu'elle poursuit un autre objectif. Il s'avère que cet objectif est encore plus important que de repousser le haut seigneur. Sia révèle que les vampires recherchent un poulet légendaire dont on dit qu'il possède le pouvoir de contrôler les dimensions. Avec un sentiment d'urgence, elle explique à Locke qu'ils doivent retrouver ce poulet le plus rapidement possible afin de le protéger des vampires. En entendant cela, Locke reste stupéfait, sachant qu'il est tombé sur ce même poulet quelques heures plus tôt. En voyant son expression vide, Sia pense qu'il ne prend pas la question du poulet suffisamment au sérieux. Locke essaie de lui expliquer qu'il est déjà au courant, mais elle commence à lui donner davantage de détails sur Monsieur Geberga. Après avoir raconté toutes les légendes concernant le puissant poulet, Sia espère que Locke acceptera de l'aider à le protéger. Finalement, Locke lui annonce qu'il a déjà trouvé le poulet. En entendant cela, Sia interrompt immédiatement son explication. Locke se lève ensuite et se dirige vers la porte de la pièce. Lorsqu'il l'ouvre, Célis tombe à l'intérieur, révélant qu'elle écoutait sournoisement leur conversation. Derrière elle, Luke Shira s'énerve, puisqu'il l'avait déjà averti de ne pas les espionner. Au début, Célis
Célis affirme qu'elle n'écoutait absolument pas aux portes, puis, incapable de trouver une excuse, elle finit par présenter ses excuses à Locke. Il soupire et lui dit de s'excuser également auprès de Sia. Célis obéit rapidement et Sia lui pardonne avec le sourire. Tant qu'elle ne transmet pas ces informations à quelqu'un d'autre, cela ne la dérange pas que la jeune fille soit au courant. Locke invite ensuite Luxshira à entrer et le présente comme le gardien de Monsieur Gerberga. Lorsqu'il explique à Sia que le poulet qu'il tient dans ses bras est le légendaire Seraphol qu'elle recherche, elle pousse un cri de stupeur. Sia est impressionné que Locke ait trouvé sa cible secrète aussi rapidement, alors il lui explique qu'il s'agit simplement d'une coïncidence. Il admet qu'il a déjà vu les pouvoirs de Monsieur Gerberga de ses propres yeux, ils peuvent donc être certains que ce poulet est bien le véritable Seraphol. Après avoir entendu cela, Sia salue respectueusement Monsieur Gerberga. Maintenant que le poulet est en sécurité, ils commencent à planifier la manière dont ils vont affronter les forces du Haut-Seigneur. Sia explique que les vampires se cachent dans une région montagneuse, mais Locke trouve ces informations trop vagues. Elle soupire et précise que sa tribu a déjà dû faire de nombreux sacrifices pour les obtenir. S'ils veulent en apprendre davantage, ils devront enquêter eux-mêmes dans cette zone dangereuse. En entendant cela, Célis s'enthousiasme, pensant qu'elle aura l'occasion de combattre les forces du Haut-Seigneur. Cependant, Locke brise froidement ses espoirs en lui rappelant qu'elle n'est qu'une aventurière inexpérimentée de rang F. En entendant cela, Célis se plaint que Sia va tout de même l'accompagner. Locke lui rappelle que Sia est une véritable aventurière de rang B, capable de se débrouiller seule dans la nature. De plus, la tribu bestiale de Sia exige qu'elle combatte les vampires. Sa situation est donc différente de celle de Célis. Heureusement, Locke sait également comment réconforter Célis. Il lui confie la mission de protéger Monsieur Gerberga à la maison. Au début, Célis n'est pas convaincu, mais Locke lui rappelle que le poulet magique restera sans défense à la maison si personne n'est là pour le protéger. Il lui affirme qu'elle est parfaitement qualifiée pour devenir sa gardienne, alors elle retrouve enfin le sourire et accepte sa décision. Elle entend ensuite le bruit de la calèche de Goran qui rentre à la maison. Sia est curieuse au sujet de son père, alors Locke lui explique que Célis est la fille de Goran. Peu après, Goran entre dans la pièce, heureux de le voir. Locke est agacé par la manière maternelle dont il le traite, mais Goran le remercie de s'être occupé de sa fille. Locke sourit et fait quelques compliments à Célis au sujet de sa force. En entendant cela, Goran devient encore plus heureux. Derrière eux, Célis se sent coupable d'avoir traité son père aussi durement. Lorsqu'elle l'appelle d'une voix douce, Goran se tourne vers elle. Elle se met alors à pleurer, ce qui fait complètement fondre ses défenses. Face aux larmes de sa fille, il lui pardonne rapidement et tente de la calmer. Une fois qu'elle s'est calmée, il lui demande pourquoi elle était aussi en colère contre lui. Célis explique qu'elle le soupçonnait d'avoir un enfant illégitime. Alors Goran se met à rire de son imagination. Puis elle laisse accidentellement échapper qu'elle a traité Locke comme son petit frère. En entendant cela, Goran est tellement choqué qu'il recrache son thé. Il demande à Célis si elle a importuné Locke avec ses bêtises habituelles, mais elle s'enfuit au lieu de répondre. Après son départ, Goran présente précipitamment ses excuses à Locke pour tous les problèmes qu'elle a causés. Même lui ne comprend pas comment sa propre fille a pu devenir ainsi. En voyant ce pauvre homme supplier qu'on lui pardonne, Locke se souvient que Goran avait également l'habitude de lui attirer des ennuis, à lui et à Eric, avec une attitude similaire. Malgré tout, il garde le silence afin d'éviter de le provoquer davantage. Goran se lève ensuite, inquiet à l'idée que sa fille puisse être manipulée par une personne mal intentionnée. Il se demande maintenant s'il ne devrait pas revenir sur sa décision de la laisser à nouveau découvrir le monde extérieur. En entendant cela, Locke panique et lui rappelle qu'il protégera Célis de toutes les personnes malveillantes. Soulagé que sa fille puisse continuer à poursuivre ses rêves, Goran se met à pleurer et remercie une nouvelle fois Locke. À ce moment-là, Célis entre dans la pièce pour demander quelque chose. Lorsqu'elle voit Locke et Goran se tenir si près l'un de l'autre, elle croit être dans une sorte de roman d'amour et décide de leur laisser un peu d'intimité. Après cela, il leur faut plus d'une heure pour lui expliquer qu'ils ne sont pas des amants secrets. Finalement, Célis commence à s'excuser, mais Locke lui ordonne de garder le silence. De peur qu'elle ne tire encore une autre conclusion ridicule dans sa tête, revenant au travail, Goran se souvient que les vampires sont en train de se regrouper pour mettre en œuvre un nouveau plan. Locke lui parle du Haut-Seigneur, ce qui l'inquiète encore davantage. Pour le rassurer, Locke rappelle à Goran qu'il attaquera lui-même le repère des vampires. Goran se demande s'il existe un moyen pour Monsieur Gerberga de leur faciliter le combat. Luxshira lui rappelle que Gerberga ne peut attaquer les vampires que lorsqu'ils sont en pleine transformation. De plus, Locke pense qu'il serait bien trop compliqué de devoir protéger activement ce poulet fragile tout en combattant les vampires sur le champ de bataille, il vaut donc mieux le laisser à la maison. Sia ajoute également que si le Haut-Seigneur vampire tue Gerberga et boit son sang, il obtiendra suffisamment de puissance maudite pour ouvrir
ouvrir à lui seul un portail dimensionnel. En entendant cela, même Monsieur Gerberga est choqué. Pour cette raison, Locke décide que le poulet doit bénéficier d'une protection maximale. Goran suggère de cacher Monsieur Gerberga dans le palais d'Eric, puisque le bâtiment royal est l'endroit le plus sécurisé de tout le royaume. Locke accepte, alors Goran envoie d'une requête à Eric. Un peu plus tard, ils obtiennent l'autorisation d'entrer dans le palais royal. Une fois sur place, ils s'installent pour prendre le thé, tandis qu'une servante les sert, elle remarque Monsieur Gerberga dans les bras de Luxira. Pendant ce temps, Locke est surpris par le nombre d'employés travaillant à l'intérieur du palais. Goran explique que tous ses serviteurs sont de jeunes apprentis d'Eric. En tant que roi, il accepte comme apprentis les enfants les plus pauvres du royaume afin de leur offrir une vie meilleure. Cela fait partie d'un programme d'aide sociale, alors Locke pense qu'Eric est un bon roi. Peu après, Eric entre dans la pièce avec ses deux filles. Après avoir salué Locke, ses filles, Charlotte et Mary, se présentent également. Tandis que Charlotte est heureuse de rencontrer en personne le sage Locke, Mary est tellement enthousiaste qu'elle lui demande un autographe dans son livre illustré. En voyant cela, Locke reste stupéfait. Il se demande d'où vient ce livre illustré, alors Eric lui explique que c'était son idée de créer des livres pour les enfants de tout le royaume, racontant les aventures héroïques de Locke. Même si Eric a fait cela par affection pour son ami, Locke se sent mal à l'aise à l'idée d'être devenu une légende vivante. Luxira révèle que même Monsieur Gerberga adore ses livres d'histoire, ce qui laisse Locke complètement abasourdi. Puis, lorsque Mary remarque le poulet, elle demande à Luxira la permission de le caresser. Peu après, les deux filles commencent à s'extasier devant l'oiseau magique. En voyant cela, Goran essaie d'éloigner les filles afin qu'ils puissent parler sérieusement avec Eric. Célis les emmène, suivant une servante, jusqu'à une autre pièce pour que les adultes puissent discuter en privé. Eric remercie Goran d'être venu avant de s'excuser d'avoir amené ses filles. Même s'ils sont réunis pour une discussion sérieuse, Eric tenait à présenter ses deux filles à Locke, car elles sont sa plus grande fierté. Si Locke n'avait pas fait le sacrifice de rester dans le royaume des démons, Eric n'aurait jamais pu rentrer chez lui pour les voir grandir. Goran acquiesce également et remercie Locke de lui avoir permis d'élever Célis. Il rappelle à Locke que tout le royaume le respecte comme son héros, ce qui le met légèrement mal à l'aise. Cependant, Locke continue de penser qu'il ne devrait pas être une célébrité nationale. Il demande ensuite à Eric comment va les filles. Eric lui explique qu'elle s'occupe de l'ordre sacré du royaume à la cathédrale, alors Locke promet de lui rendre visite plus tard. Pendant ce temps, la servante conduit Célis et les filles dans une pièce. En entrant, elle leur promet de leur apporter des sucreries, mais une lueur malveillante traverse son regard. De retour dans la salle royale, Eric apprend que le Haut-Seigneur prévoit d'ouvrir un portail vers la dimension obscure. Pour l'instant, Locke pense qu'ils doivent protéger Monsieur Gerberga avec le plus grand soin afin d'éviter d'accélérer le plan des vampires. Eric promet d'utiliser toutes les défenses de son château pour protéger le poulet, alors Locke acquiesce. Il se tourne ensuite vers Sia et lui rappelle qu'il est temps pour eux de partir chasser le seigneur vampire. Goran l'arrête immédiatement, se demandant comment il compte vaincre un ennemi aussi puissant. Locke révèle alors son plan magistral. Goran et Eric écoutent attentivement tandis qu'il explique qu'il commencera par rassembler tous les membres de la tribu de Sia. Ensuite, pendant que la tribu leur fournira une couverture, Locke et Sia fonceront directement au cœur de la horde de vampires. En entendant cela, Goran et Eric sont horrifiés par son manque de bon sens. Locke continue pourtant de penser que son plan est excellent. Il explique que si Sia et lui attirent l'attention de l'armée de vampires, la tribu pourra envoyer une unité d'assassinat pour éliminer le Haut-Seigneur isolé. Goran pense qu'il a tout compris à l'envers puisque le Haut-Seigneur est le plus puissant de tous. Locke lui fait remarquer qu'affronter une armée entière reste plus difficile que combattre un seul adversaire puissant, alors la tribu aura plus de chance si elle lui laisse l'armée. Sia est également d'accord avec Locke, mais elle pense qu'il est le seul à posséder assez de puissance pour porter le coup fatal au Haut-Seigneur. Goran reste inquiet, pensant que certains membres de la tribu bestiale risquent de perdre la vie. Sia explique que de petits sacrifices ne représentent rien en comparaison de l'accomplissement du désir de vengeance de sa tribu. Pendant que leur discussion se poursuit, dans l'autre pièce, Célis observe les jeunes filles jouer. Même si Locke lui a confié la mission sérieuse de protéger Monsieur Gerberga, elle sait qu'il cherchait simplement à être gentil avec elle. En réalité, elle n'est qu'une aventurière de rang F chargée de surveiller quelques enfants. Connaissant sa propre force, elle pense que ce rôle est celui qui lui convient le mieux. Les filles s'approchent ensuite d'elle pour jouer à un autre jeu. Soudain, elles aperçoivent quelque chose qui brille derrière elles. Alors Célis se retourne rapidement. L'un des objets décoratifs émet une lumière sombre et lance un étrange sort qui remplit la pièce d'un gaz noir. Célis ordonne immédiatement aux deux filles de s'enfuir, mais elles découvrent que la porte a été verrouillée de l'extérieur. À l'extérieur, la servante de tout à l'heure s'éloigne tranquillement, faisant comme si rien ne s'était passé. Soudain,
soudain, plusieurs vampires émergent de la brume sombre. Célis tente aussitôt de dégainer son épée, mais elle se rappelle alors que son arme n'était pas autorisée dans le palais. N'ayant plus aucun endroit où fuir, elle saisit une lampe à proximité pour défendre les jeunes filles. Lorsqu'un vampire se jette sur elle, Célis le repousse violemment avec la lampe. Puis, les deux autres vampires essaient de la charmer avec leurs yeux. Célis couvre immédiatement son regard, réagissant juste à temps pour se protéger. Elle affronte ensuite les deux autres les yeux fermés. Malgré ce désavantage, elle les roue brutalement de coups. Cependant, au beau milieu du combat, le premier vampire fonce directement vers les deux filles. Célis réagit rapidement, l'intercepte et se place devant les princesses pour les protéger. Même si elle continue de se battre courageusement, les vampires finissent par briser son arme improvisée. N'ayant plus aucun moyen de se défendre, Célis couvre les deux filles de son corps et se résigne à son sort. Au dernier moment, alors que les vampires sont sur le point de les atteindre, une explosion retentit lorsque Locke les bloque. Locke félicite Célis d'avoir si bien protégé les princesses. Tandis qu'elle le regarde avec stupeur, il se tourne vers les vampires, prêt à les éliminer.